Salut à tous et bienvenue dans le podcast The Morphisme. Aujourd'hui, on accueille donc Laetitia. Et comme d'habitude, on a une petite routine, on va dire, pour les invités. Donc, est-ce que tu souhaiterais te présenter un petit peu pour nos auditeurs? Ouais, bonjour à tous. Alors moi, c'est Laetitia Darès. J'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai un enfant de 10 ans, une petite fille. Je suis dans le milieu de la communication graphique depuis 17 ans et j'ai mon studio de communication qui s'appelle Molo Molo. Et j'ai des animaux à la maison, chiens, chats et poissons. Incroyable. Donc, tu ne peux être qu'une bonne personne si tu as des animaux. Ah, mais c'est super cool. Du coup, 17 ans, c'est énorme, la vache. J'ai du boulot à rattraper là, quand même. Le nom du studio est très marrant et je trouve la communication. On va recommencer. La communication hyper décalée. Donc, ça, tu l'as lancé il y a peu de temps ou aussi longtemps que ton expérience? Alors Molo Molo date d'il y a 4 ans, après le Covid. Et avant ça, j'étais dans des agences de communication, de communication 360. Et après, j'étais en événementiel. Après, le Covid m'a mis une petite pause et m'a fait transitionner. Et ensuite, j'ai créé le studio. Incroyable. Et ce petit nom-là marrant, waouh, la voix qui part. Il vient d'où? Parce que c'est vrai que c'est plutôt original. Alors, Molo Molo, en fait, est venu quand j'ai commencé la création du studio, je l'avais appelé Flower Power. Parce que j'étais une grande hippie et une fervente optimiste par rapport à l'engagement de la communication pour qu'elle soit plus responsable. Et en fait, avec le temps, je me suis dit que Molo Molo, c'était en fait plus adapté, parce qu'en fait, j'ai travaillé pour un client qui devait faire sa com RSE. Je devais lui trouver un naming. J'ai trouvé Molo Molo pour eux. Et en fait, ils n'ont pas pris ce nom. Et moi, je me suis dit qu'il me plaisait bien parce qu'en fait, ça me dictait aussi une certaine ligne de conduite pro-perso. Et du coup, je me suis approprié ce nom pour moi et j'ai changé Flower Power par Molo Molo. Oh la voleuse! Ok, c'est très cool. Et justement, je sais qu'en off, en bac, peu importe, tu me parlais un peu de parcours atypique et que justement, ça pouvait être, il me semble, un peu inspirant pour les petites personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu voudrais un peu plus en parler? Alors effectivement, un parcours un peu, un peu riche d'expérience. En fait, pendant 17 ans, j'ai travaillé en agence de com. Tous les 3 ans, je changeais de boîte. On parlait tout à l'heure de la maternité qui a été un grand changement dans ma vie professionnelle. J'ai eu Violette quand j'étais encore en studio de communication. À l'époque, j'étais chez Picaboo à Lille et en fait, j'ai travaillé, à l'époque, j'étais à 100%. J'ai ensuite travaillé à 80%. Je devais travailler à 80% les 6 premiers mois et ça fait 10 ans que je suis à 80%, donc je ne travaille pas le mercredi. Euh, et en fait, je parlais de parcours atypique effectivement parce que donc j'ai changé de boîte, j'ai changé d'agence de com parce que je voulais toujours aller chercher d'autres choses pour apprendre des nouvelles choses. Et en fait, en 2020, quand il y a eu le Covid, j'étais en agence d'événementiel et j'ai pété un plomb parce que j'étais un métier dit non essentiel. Donc, je n'avais plus de travail. Et donc, j'ai choisi d'arrêter de faire de la communication. J'ai été travailler dans une boulangerie vrac zéro déchet. Pendant 6 mois, j'ai été vendre du pain, j'ai fait du levain, enfin voilà, des choses que je ne savais même pas faire. Voilà, j'ai appris plein de choses. J'ai appris comment on gérait une boutique. Et en fait, au bout des 6 mois, je me suis aperçue que mon métier me manquait. Et donc, quand ils m'ont proposé un poste fixe, je leur ai dit que finalement, je rétropédalais. Et donc, je leur ai dit que je voulais repartir dans la com. Malheureusement, il n'y avait plus de boulot dans le milieu de l'événementiel. Enfin, moi, j'avais pris la décision d'arrêter. Du coup, j'avais plus de boulot dans l'événementiel. J'avais plus de boulot à la boulangerie. Et du coup, j'ai créé mon studio de communication. Aussi, par rapport à l'équilibre de vie pro-vie perso. Bon, ce Mhm. que j'imaginais pas à l'époque, c'est que quand on crée une boîte, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est pas forcément plus évident parce qu'on est son propre patron, contrairement à ce que j'avais en tête. La première année a été
très compliqué dans le sens où j'avais trop de travail et du coup très difficile de déléguer puisque je suis seule et très difficile de dire non. Donc du coup, je me suis complètement enfoncée dans le boulot. J'ai un peu frisé le burn-out au bout de la première année. C'est aussi pour ça que Molo Molo est né, dans le sens, n'oublie pas de vivre et n'oublie pas de t'occuper de ta famille et notamment de ton enfant. J'étais toujours en 4/5e quand même pour garder ma fille, mais je travaillais quand même les mercredis. Enfin, c'était un peu compliqué. J'ai fait des erreurs. J'ai mis le boulot au même niveau que le perso et j'ai pas toujours bien géré le planning. Aujourd'hui, je gère un peu mieux les temps partagés, mais j'ai envie de dire que c'est un petit combat du quotidien parce qu'effectivement, quand on est maman, spontanément, l'équipe éducative, que ce soit les centres aérés ou les écoles, je pense toujours que s'il y a une chaussette perdue ou un bobo, on appelle toujours la mère. Donc, et puis effectivement, mon mari est moins habilité que moi à pouvoir se libérer. Du coup, c'est quand même une charge importante. Donc, avoir sa boîte plus un enfant, c'est assez challengeant. Donc, je ne sais pas s'il y a des auditeurs ou auditrices qui nous écoutent et qui sont parents, mais force à vous, c'est faisable, on finit par y arriver. Vous allez y arriver. Parce que du coup, la boîte, tu m'as dit, elle a été créée il y a... Désolée, je suis un peu Il y a fatiguée. 4 ans. Il y a En fait, 4 j'ai ans. créé le studio après Covid. Pendant le Covid, j'ai pété mon petit plomb. Pendant les confinements, j'étais bossée à la boulangerie parce que j'en pouvais plus de rester enfermée chez moi. Et c'est seulement à partir de décembre 2020 que j'ai créé ma boîte et j'ai pris mes fonctions le 1er janvier 2021. Ok. Et le petit loup, là, lui, il date de... Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Le petit, Le petit loup, lui, ça, c'était il y a combien de temps, du coup, qu'il est arrivé? l'enfant, Oui. l'enfant est arrivé il y a 10 ans. Donc, elle avait 6 ans quand j'ai créé la boîte. Euh, et ça a été un petit choc quand même parce que l'arrêt maternité, c'est très sympa. On est dans sa bulle. Et ensuite, quand il faut retravailler, c'est quand même assez rude. Il y a peu d'accompagnement. J'avais un patron qui était hyper open et tout ça, mais en plus j'allaitais, donc du coup c'était hyper galère. Et je regrette qu'aujourd'hui il n'y ait pas assez comment dire, de soutien quand les mères reprennent le boulot. On a du soutien avant l'accouchement, on a du soutien à la maternité, et après quand on rentre chez soi, on doit faire face à son enfant, à toutes les nouvelles habitudes que ça procure, professionnellement parlant et personnellement parlant. Et du coup, et puis c'est quelque chose qui se construit encore, je veux dire, aux 10 ans après, parce que j'entends beaucoup d'échanges sur les tout petits. Et en fait, je me dis, oui, quand ils sont grands, ça reste encore un enfant. Et même à 10 ans, ça a encore besoin de sa mère, ça a encore besoin de plein de choses. Et du coup, il y a vraiment cet équilibre à trouver qui est encore en construction aujourd'hui, de trouver le temps de s'occuper de l'enfant, de s'occuper des devoirs. Voilà, il y a vraiment une recherche d'équilibre pro-perso qui est en éternelle amélioration continue. Construction, ouais, ok. Et justement, au niveau du soutien de l'après, t'as des idées de choses que t'aurais souhaité Après, j'ai plein d'autres questions. Alors, franchement, si je pouvais, et c'est parce qu'aujourd'hui, tu vois, d'en parler, ça fait émerger des choses, mais ça pourrait être intéressant éventuellement d'avoir je sais pas, d'avoir un espace de réponse ou de soutien ou des rendez-vous mensuels de maman. Enfin, à l'époque, j'avais eu ça avec une amie, on s'était dit, tiens, ce serait sympa de faire des rendez-vous mensuels pour la parentalité. Alors, j'inclus pas que les mères, hein. Papa, maman, j'ai des questions. Voilà, se retrouver entre parents et répondre alors même répondre sans être c'est pas forcément des réponses médicales, hein, mais des réponses ah bah moi regarde, je me suis organisée comme ça, ah bah moi j'ai fait comme ci et ça fonctionne, ah bah attends, t'as besoin d'aide pour les devoirs, moi j'ai testé ça, c'est cool, ou j'ai pas, là j'ai trouvé une super nounou. Enfin, je trouve que ça manque en fait de bonnes astuces et de bonnes pratiques aujourd'hui. Quand on est parent, on est quand même assez seul face à ces questions. Et hormis les PMI, alors je ne sais pas si certains auditeurs ou auditrices qui nous écoutent connaissent, mais c'est des endroits où quand on vient d'être parent, on peut y trouver des réponses, mais ça reste encore de la petite enfance. Moi, à l'âge de ma fille,
j'ai parfois des questions, j'ai pas de réponse et je me dis effectivement ça pourrait être sympa d'avoir un espace comme ça d'échange tuto-parent pour gérer vie pro, vie perso ou même pour gérer juste questionnement du quotidien. Je trouve que ça c'est quelque chose qui manque cruellement et puis qui permettrait peut-être aussi de soulager les parents parce que moi ce que je constate aujourd'hui à mon grand regret, euh, ma fille aujourd'hui a 10 ans, je suis encore avec mon conjoint. C'est une question qu'on me pose souvent. Et t'es encore avec le papa? Oui, on a survécu. Mais c'est vraiment ce terme, on a survécu. Alors, on a survécu au Covid et on a survécu à l'enfant. Et en fait, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont eu des enfants au même moment que nous et qui ne sont malheureusement plus en couple. Et parce que trop de difficultés à gérer justement ce planning pro-perso, ce chamboulement parentale. À ceux qui nous écoutent, soyez forts et communiquez, communiquez, communiquez. Il n'y a que ça qui peut communiquer. Moi, si j'ai des conseils à donner, c'est communiquer et lâcher prise. C'est pas grave d'en avoir marre de son enfant. Ça peut arriver, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais faut pas rester dans la culpabilité et surtout parler beaucoup de la charge. On parle beaucoup de la charge mentale et je pense que c'est pas quelque chose de fantasmé. Je pense que ça existe vraiment et il faut pouvoir mettre des mots sur les mots et ça ne fait pas de nous de mauvais parents d'avoir envie d'un break, appeler les grands-parents s'il y a la possibilité d'avoir des grands-parents, parler à son patron, à son manager de je suis en plein burn-out parental, alors c'est peut-être pas au boulot, mais si tu as des conseils à me donner, je suis preneur, ou laisse-moi une après-midi, ou voilà. Il faut vraiment, je trouve, avoir une parole un peu plus libérée sur la parentalité, parce que je trouve que c'est encore trop sublimé, Ouais. notamment sur les réseaux. Tu vois, moi j'ai quitté les réseaux sociaux aussi pour cette raison. J'en avais marre de voir des parents parfaits. Je me sentais hyper culpabilisée de par les messages de la maternité parfaite. Euh, je trouve qu'il faut aussi un certain recul par rapport à ce qu'on peut véhiculer dans la société d'aujourd'hui, où en fait être parent c'est tout beau, tout rose, c'est merveilleux. Et en fait non, ça n'est pas toujours tout rose. Avant nos grands-parents, mes grands-parents, ma grand-mère ne travaillait pas, elle s'occupait des enfants et c'était un métier à temps plein. Et aujourd'hui on bosse en plus de s'occuper de nos enfants. Ouais. Et en plus il y a toutes les contraintes et tous les enjeux d'aujourd'hui d'éducation, de harcèlement, de rapport aux écrans et tout ça, qui sont des enjeux quand même cruciaux pour l'éducation et pour le développement de l'enfant, et qui nécessitent de se faire, je trouve, accompagner, ou en tout cas d'avoir des échanges pour pouvoir avancer Dans le bon sens. sereinement, là où c'est pas forcément évident de le faire. Et je trouve que, en fait, être parent et monter sa boîte, c'est un peu le même truc. Et il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, en fait. Voilà, moi, ça, c'est au bout de 10 ans ce que je conseillerais aux gens qui peuvent nous écouter. C'est que ce soit des jeunes parents ou des parents qui soient un peu plus aguerris comme nous. On peut avoir besoin d'aide. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Voilà. Et bah, ça a l'air très riche tout ça. Attention, on ne te voit plus trop dans le cadrage des fois quand tu parles. Et justement, tu parlais aussi de gestion un peu de ce côté pro et ce côté aussi être maman ou pour le papa, mais là je parle à la maman, donc maman. Est-ce que il y a des erreurs dont tu voudrais parler justement sur lesquelles tu as rebondi et comment tu as su un peu gérer cette histoire de dualité entre les deux finalement? Alors moi, je vais te raconter un truc. Alors en termes d'erreurs, alors là, on va aller dans l'intime très intime. En fait, ma fille a eu un problème quand elle était au centre de son école, au centre aéré. Elle a été malmenée par un adulte du centre aéré. S'en est suivi des grosses complications auprès de la... Enfin voilà, il y a eu une enquête auprès de la brigade des mineurs. Je parle de ça parce que je la mettais tout le temps au centre aéré, parce que je travaillais beaucoup. Tu vois, en termes d'erreur, c'est une erreur qui me pèse encore aujourd'hui alors qu'elle a 10 ans.
le rapport à bon, bah, j'ai du boulot, donc je laisse mon enfant au centre. On en parlait encore justement ce matin parce que c'est quelque chose qui l'habite encore et qui bah, ça fait partie de sa vie, mais qui fait aussi partie de la mienne. Et typiquement, ça, c'est une. Alors, je ne dis pas aux parents de mettre les enfants en garderie, c'est une erreur, hein. Mais par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas être assez vigilante. Du coup, je profite de ce moment-là, qui n'est pas forcément très léger, mais de faire bien attention à vos enfants et aux signaux qui peuvent indiquer du mal-être. Nous, à l'époque, on s'en est pas rendu compte. Pourtant, je suis très proche de ma fille. Elle avait 5 ans quand c'est arrivé. Et en fait, il y a eu des signaux d'alerte que je n'ai pas su identifier. Euh, alors, signaux que je vais vous dévoiler, comme ça pourra peut-être vous aider si jamais un jour voilà, vous avez ce genre de signaux identiques. Vous pouvez sonner la sonnette d'alarme. Elle se faisait pipi à l'école dessus. Elle faisait des cauchemars tout le temps. Elle avait peur d'être enfermée. Elle me disait qu'il y avait quelqu'un qui allait venir à la maison. Moi, j'ai typiquement mis ça sur le fait qu'elle avait vu un film d'horreur chez sa grand-mère qui n'était pas adapté. Au final, c'était beaucoup plus profond que ça. Le problème était beaucoup plus important. Du coup, on a dégainé rendez-vous chez le psy qui nous a ensuite conduit vers pas des aveux, mais voilà, après Violette nous a dit qu'elle s'était fait agresser. Donc ça, un point de vigilance sur, comme je vous disais, parler avec vos enfants, communiquer entre les parents, mais communiquer aussi avec vos enfants. N'hésitez pas à leur demander plusieurs fois comment se passait la journée, identifier les, les, les comportements un peu suspicieux ou un peu inquiétants. Je ne dis pas qu'il faut devenir parano, mais euh, c'est quelque chose qui existe, qui est fréquent pour avoir eu des échanges avec la police. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment dans les écoles, surtout quand ils sont tout petits. Donc ça fait partie d'une erreur, entre guillemets, que je me pardonne encore difficilement. Aujourd'hui, j'arrive à en parler parce que, voilà, aussi, je me dis que si ça peut aider d'autres parents à réaliser ou prendre conscience que ça peut arriver aussi, parce que moi, j'étais pas du tout dans cette optique que ça puisse arriver à mon enfance. C'est un peu comme les accidents de la route, ça n'arrive qu'aux autres. Donc voilà, ça c'était une erreur, entre guillemets, je, je porte encore aujourd'hui. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs des erreurs après, oui, de choix de scolarité, des choses comme ça, ou d'écoles qui ne sont pas forcément adaptées. Voilà. Après, sinon, non, hormis celle-là, j'en ai pas. J'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête. Ok. Bon, j'espère que ça ira mieux, entre guillemets, mais Elle va très bien aujourd'hui, hein, aujourd'hui, la famille va bien. Elle a été suivie, elle a été suivie par une psy. Et d'ailleurs, si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à demander de l'aide. Encore une fois, ne vous enfermez pas dans quelque chose parce que c'est très compliqué au niveau de la culpabilité. Et donc, il faut sortir de cette culpabilité en se faisant aider par de la famille, par des proches, par des psys, voilà, il y a tout cet environnement-là on est en France aujourd'hui, on a de la chance d'avoir quand même pour ce genre de situation des personnes qui sont aguerries pour répondre à ce genre de problème. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet dont on parle peu finalement, mais qui existe et qui est assez fréquent au vu de ce que nous avait expliqué la police. Donc voilà, c'est un sujet qui n'est pas très évident, qui n'est pas très marrant à évoquer, mais qui existe. bien prendre compte, ouais. Et du coup, là, on a parlé un peu d'erreurs et de tips, on va dire, en tant que maman. Et j'ai un peu la même question, mais sur le plan maman-travail. Est-ce que il y a des choses dans l'organisation, dans la version, pas dans la version, je sais plus ce que je voulais dire, dans la gestion de soi, ou autre, tu vois, des trucs, où pareil, t'as fait des erreurs ou des tips que tu aurais à donner, mais plus en mode travail. Alors en mode travail, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir partagé, enfin d'avoir partagé le temps. C'est-à-dire que je travaillais avec la petite à côté, notamment quand elle était tout bébé, je me souviens. J'avais parfois des deadlines euh, très urgentes et du coup, comme je voulais m'occuper de la petite en même temps, je faisais les deux.
Sauf que je ne suis pas un poulpe et du coup, en fait, ça ne marche pas. Personnellement, mon expérience, travailler et s'occuper de son enfant en même temps, on fait les deux choses, à mon sens, pour mon expérience, mal. Donc, le boulot est à moitié fait et s'occuper de son enfant, c'est à moitié fait aussi. Du coup, j'ai des souvenirs où du coup, je pouvais m'emporter parce que elle pleurait et je disais, bah attends, je suis occupée, je suis en train de travailler, c'est un truc hyper important. Sauf qu'elle était toute Mm. petite, donc on ne comprenait pas. Aujourd'hui, soit je travaille, soit je m'occupe d'elle, mais je ne fais plus les deux. Donc j'explique à mes clients, ben là, demain, par exemple, c'est mercredi, je leur dis, je ne travaille pas et ça sert vraiment à rien de m'appeler parce que je ne vais pas décrocher. Avant, il y a ça quelques temps, je prenais quand même les appels et donc il y avait Violette à côté qui râlait parce que j'étais en communication. Du coup, après, quand je raccrochais, je râlais parce qu'elle avait râlé. Enfin bref, donc c'était un cercle un peu vicieux où en fait je voulais être partout, mais du coup j'ai l'impression d'être nulle part. Donc ça, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de euh, s'organiser pour être dans le boulot quand on est dans le boulot et être avec son enfant quand on est avec son enfant et se donner des deadlines. Voilà, à 18h, j'arrête. Et si c'est pas fini, soit je reprends quand l'enfant est couché, mais pas quand l'enfant est là. Parce que les moments de qualité, après, sont complètement... c'est plus des moments de qualité, d'ailleurs, ça devient un peu un espèce de mélange de plein de choses. Et en fait, euh, on n'a pas l'esprit libéré, on est encore dans le travail. Du coup, on est encore dans le boulot qu'on s'occupe de l'enfant. Et en fait, on n'est pas vraiment là. Et l'enfant ressent ça. Donc ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. Après, en termes d'orga, moi, je suis devenue un peu une psychopathe de l'organisation. Tout est hyper rangé dans le planning. Je sais que les clients, au départ, ça les perturbait un peu, mais quand je leur planifie des choses et je leur dis, si je travaille pour toi lundi à 17h30, parce que moi, je vais chercher Violette à 17h30 à l'école, donc à 17h, je ne suis plus joignable. Ils sont au courant. Ça fait un petit peu à l'allemande, mais la franchise en fait de ça me permet moi d'être du coup très à l'aise, de me dire bah c'est bon, ma journée finie, mes clients sont au courant, je vais chercher ma petite et après s'il y a urgence, parfois je rebosse quand elle est couchée. Aujourd'hui, je le fais vraiment exceptionnellement parce que à un moment donné aussi travailler la journée, s'occuper de son enfant le soir et retravailler quand l'enfant est couché. Moi elle se couche à 20h30, honnêtement ça fait des journées de ma boule et c'est pas sain pour la charge mentale. S'arrêter de bosser à 23h30, aller se coucher et recommencer le lendemain, c'est pas tenable en fait dans le temps. Donc ça, franchement, euh, après, ça l'expérience de chacun, mais en tout cas pour ma part, je ne le fais plus parce que en fait, alors de surcroît en plus, j'ai mon entreprise, donc c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc il faut que ça dure dans le temps. Et en fait, ce rythme-là n'était pas tenable. Donc aujourd'hui, je me fais des journées jusqu'à 17h. Je suis focus en deep work jusqu'à 17h. Après, je vais chercher la petite. On fait à manger le soir et tout ça. On a des moments de partage. Par contre, le soir, maintenant, je ne travaille plus, sauf exception. Connexion, ouais. Ça, vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de vraiment se donner des laps de temps de boulot. Ensuite, c'est le perso. Et ensuite, c'est soi. Parce que c'est aussi se préserver mentalement, c'est aussi préserver soi, préserver potentiellement son couple aussi. Parce que on en a besoin et que les journées ne font que 24 heures et que le sommeil, c'est très important. Oh Donc, oui. ne pas négliger le sommeil. Surtout si vous avez des tout petits, c'est encore plus important. Et donc, voilà, ne pas travailler le week-end aussi, pour ceux qui sont en entreprise et qui ont des enfants. Franchement, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas non plus. Le week-end, c'est en famille et le lundi, c'est boulot. Mais voilà, séquencer les espaces-temps pro-perso, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent qu'il n'y a plus de barrière entre le pro et le perso et tout ça. Moi, je suis quand même assez mitigée avec cette histoire-là parce qu'au final, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être au four et au moulin. Il faut s'accorder des temps de boulot et s'accorder des temps de perso Ouais, et un cadre à poser. le développement de l'enfant et son bien-être. Je trouve que c'est important de vraiment garder des temps pour chaque. Et ben merci pour ces petits tips. Ouais, finalement, c'est bien garder un cadre et puis nous se fixer une certaine discipline, sinon on en sort. Donc, Mais c'est intéressant ce que tu dis dans le sens de se poser un cadre parce que les enfants en ont besoin. Alors c'est pareil, on a parlé de pas mal d'éducation positive et compagnie, c'est vachement bien, mais à la fois, il y a
nous, on a essayé des choses aussi par rapport à cette méthode d'éducation positive, hein, où l'enfant teste des choses, machin, c'est super cool. Mais on est vite revenu sur la base qu'un enfant a besoin d'être cadré. Et en fait, j'ai envie de dire que ce qu'on fait à son enfant, c'est-à-dire d'avoir un besoin d'un cadre, en fait, on a aussi besoin d'un cadre. Et en fait, en se montrant à son enfant qu'on s'adopte, comment dire, on s'impose un cadre, finalement, il comprend aussi qu'on lui impose un cadre. Et qu'au final, tout ça fait que ce cadre permet bah voilà, de faire rentrer les journées correctement, d'avoir des repères et du coup d'avoir une vie plus sereine, j'ai envie de dire, pour éviter les pétages de plomb familiaux ou professionnels. Ce serait quand même dommage, même si ça peut arriver des fois, même avec le cadre. Oui, carrément. Et encore une fois, si ça arrive, là, l'idée, c'est pas de dire ah oui, t'as pété un câble, c'est pas bien, mais de savoir bon, j'ai pété un câble, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que j'identifie comme problème, qu'est-ce que je mets comme solution derrière. Moi, les pétages de câble, j'en ai déjà eu aussi. Et donc, c'est aussi pour ça que je me suis dit bon, là, on va pas faire un burn-out au bout d'un an. L'enfant pleure parce qu'il me dit que je travaille trop. Il faut repositionner les choses et il faut réorganiser le quotidien avec les contraintes aussi, effectivement, du conjoint. Voilà, il y a des choses aussi à prendre en compte. On n'est pas tout seul, mais c'est important, je trouve, de régulièrement se remettre en question sur qu'est-ce qui va pas pour améliorer et indirectement améliorer sa propre vie, indirectement améliorer celle de l'enfant et indirectement celle de son couple. La totale, c'est un cercle. Cercle vertueux. Mais tout à fait. Et puis, ah oui, tiens, quand on discutait, je me suis posé une question. Que ce soit pour le freelance ou en job fixe, on va dire, est-ce qu'il existe des choses qu'on pourrait connaître pour s'aider en tant que parent ou une histoire de... Justement, je sais que tu avais un rapport par rapport à l'égalité du père et de la mère. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on devrait peut-être savoir? Euh, des lois, des aides ou... Je sais pas. Alors, des lois et des aides, je n'en connais pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu plus de flexibilité sur. Je pense que le congé de paternité est plus long. Moi, à l'époque, mon mari, il était en congé 11 jours, incluant les week-ends. Je vous avoue que c'était pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est plus long, mais je connais pas la loi sur ça. Moi, ce que je regrette, par contre, c'est encore cette logique de le père doit travailler tous les jours. C'est un sujet de discorde encore assez régulier. Le mercredi, c'est moi. Je suis toujours en 4/5e. Seulement, parfois, j'ai des urgences, mais que ce soit, je pense, en étant free ou en étant salarié, on a parfois des urgences et du coup, le planning qui est un peu bousculé. Et en fait, par expérience, je ne peux compter que sur moi-même puisque mon mari ne peut pas adapter ses jours Oui, oui. voilà, il ne peut pas prendre mercredi parce que c'est le père. Donc c'est souvent un mode de faire, enfin c'est tout le temps un mode de faire. Ça c'est un truc que je regrette. Et donc vous les mères, si vous arrivez à faire changer vos maris, faites. Combattons cette logique du la mère doit être là les mercredis. Parce qu'on dit souvent c'est le jour des mamans, mais moi en fait j'ai envie de dire non, c'est le jour des parents. Et en fait il n'y a pas d'évidence à ce que ce soit la maman qui soit toujours là les mercredis. Le père a toute sa place aussi, et ça, c'est quelque chose pour lequel j'essaye de me battre dans ma vie quotidienne, mais Très haut avec jour. peu d'impact. Bah oui, un peu d'égalité partout. Oh. Un peu d'égalité, c'est bon voilà. Après, je dis ça, mais il y a beaucoup de choses qui se font à la maison. Typiquement, là, il est en train de s'occuper de l'enfant, mais et c'est tout à fait ok. Mais voilà, je trouve qu'il faut remettre la place du parent plutôt que de la maman, et il faut pouvoir aujourd'hui, je trouve, dans nos vies et dans nos vies de couple et dans nos vies professionnelles et parentales, remettre aussi la place du père à l'égal de la mère parce que l'enfant s'est pas fait tout seul et les responsabilités sont partagées et ça n'est pas que de l'ordre de la mère que de s'occuper de son enfant. Voilà, C'est pas surtout en 2024. en 2024, Voilà. les mentalités changent. Je trouve qu'on est encore trop aujourd'hui dans la maman gère. Typiquement, ce que je te disais tout à l'heure, l'école, j'ai quelque chose, elle m'appelle moi. Et quand je demande à mon mari, je dis, elle t'a appelé l'école? Non. Mais moi, je n'étais pas joignable, hein, mais elle n'a pas appelé le père. Bon, Bon.
m'a fait violette toute seule. C'est dommage, mais bon, ça va venir petit à petit, j'espère bien. Je pense que c'est en train de bouger, mais il faudrait que ça bouge un peu plus vite. Ce serait pas mal. Je pense que c'est aussi peut-être la France, hein. Mais bon. Oui, il y a d'autres pays où c'est pas du tout comme ça, hein. Typiquement, on a une cousine qui vit en Allemagne, je crois qu'elle a 2 ou 3 ans d'arrêt maternité. Et limite, là pour le coup, eux, c'est mal vu de reprendre son boulot 3 ans avant 3 ans de l'enfant, tu vois. C'est pas du tout la même logique que chez nous. Alors c'est peut-être beaucoup 3 ans, hein, parce que là je pense qu'après il y a un autre burn-out qui se passe, c'est dans la gestion de l'enfant. Tout seul, c'est pas forcément très Ils se bien. remettent dans le boulot. Mais voilà, il y a quand même effectivement, je pense, des choses à combattre, en tout cas, pour tendre vers une certaine plus de sérénité, plus d'accompagnement. Parce que c'est pareil, aujourd'hui, quand on accouche, on a 3 mois avec son enfant. C'est quand même vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, moi, ça, par expérience, moi, j'ai pas tenu. 3 mois, c'était pas assez. Donc, j'ai été voir mon médecin à l'époque et j'ai demandé pour avoir un mois de plus. Je commence à peine à comprendre quand elle pleure, pourquoi elle pleure. Et maintenant, je vais devoir la laisser à une crèche. C'est pas possible. Donc, Bah j'ai oui, eu la chance d'avoir un mois de plus. Mais même ça, c'est encore trop peu. un peu Et léger, là-dessus, ouais. si vous pouvez le faire, s'il y a des mamans qui viennent d'avoir des bébés, mais faites-le. Parce que ça, c'est un truc. Alors, on parlait d'erreur tout à l'heure. Ça, pour moi, c'était ma petite, pas fierté, mais je suis contente d'avoir pu avoir 4 mois avec ma fille plutôt que 3 et un mois de plus. Bah, c'est pas négligeable parce qu'à cet âge-là, ça va très vite et du coup, je l'ai laissée un peu plus sereine. Je n'étais pas hyper sereine non plus, mais j'étais quand même un peu plus sereine d'avoir un mois de plus avec elle. Ouais, c'est très sensible à cet âge-là, donc Hyper tôt, quoi, hein. 9 mois dedans, 3 mois dehors. Et après, hop, c'est reparti. Là-dessus, je trouve qu'on a des progrès à faire aussi. là, pour le podcast, il va nous rester moins de 5 minutes. Et est-ce que, pour conclure sur de bons sujets, est-ce que justement, bah, tu aurais des dernières choses à partager? Ou alors, bah, justement, pour les freelances, tu sais s'il existe ce genre d'aide ou pas du tout? Enfin, l'aide, le congé, ou pas du tout? Ou si tu as des Alors, dernières choses à je partager? sais qu'en termes de free, on a des congés maternité. Parce que j'ai une de mes copines qui avait accouché il y a pas très longtemps et elle avait son congé mat. Après, ce qu'il est possible de faire et ce que je vous encourage à faire si vous êtes freelance et que vous avez un bébé, essayez de trouver un espace kids-friendly pour aller coworker. Moi, typiquement, là, je travaille aujourd'hui dans un nouvel espace où l'enfant est le bienvenu le mercredi. Bon, elle a 10 ans, c'est facile. Mais il y a des choses pour l'occuper, tout ça. C'est OK de venir bosser avec elle. Si jamais je dois le faire, je sais que je peux le faire. Si je dois aller bosser après l'avoir récupéré à l'école, je peux le faire aussi. Et c'est OK. Ça, moi, c'était dans un projet avec des amis. On pensait imaginer faire un espace de coworking kids-friendly pour en fait, quand on bosse, ben, on a parfois besoin d'avoir une aide pour s'occuper de l'enfant. Et j'ai vu que ça existait. Alors, je crois que ça s'appelle Cocoon ou Cocon. Donc, s'il y a des fris qui nous écoutent et qui ont des bébés ou des enfants en bas âge, sachez qu'aujourd'hui, il y a des solutions ou des tiers-lieux où on peut aller travailler et il y a des solutions de garde. Alors, pas forcément toute la journée, mais en tout cas, il y a des solutions pendant les vacances, parce que les vacances, c'est quand même toutes les 6 semaines. Et donc, où il y a des structures qui peuvent accueillir l'enfant et le parent peut venir travailler. Et du coup, en fait, ça permet, l'enfant s'amuse, le parent travaille et tout ça se passe très bien. Donc voilà, ça c'est des pistes de réflexion si vous cherchez des endroits pour travailler. Mais sachez que ça existe des espaces où les enfants sont les bienvenus. Et ça me fait même penser à un projet d'une connaissance, bon, je lui parle plus depuis, mais qui me semble qu'il fait aussi de la garde d'enfants et justement il vérifie bien les profils et tout. Il me semble que ça s'appelle Walk, donc si jamais voilà, ça peut aider. C'est plutôt cool, je trouve. Donc voilà. Et bah très sympa. Est-ce que bah déjà merci pour tout ce partage. C'est un peu court pour raconter effectivement tout ce qui est autour de la maman, du papa et de la vie de parents liée au travail. Mais est-ce que tu aurais des dernières petites choses à dire, à partager avant de clôturer ce petit podcast? Alors, bah, surtout, lâchez rien. Parce que l'équilibre à force se trouve. Faire des erreurs, c'est OK. Se réjouir des petites choses, des petites choses qu'on arrive à mettre en place qui facilitent la vie, c'est cool. Ne pas oublier de prendre soin de soi aussi. Penser à soi aussi, c'est bien. Pas que au boulot et pas que à l'enfant. Exister aussi pour soi, vu le temps, comme ça passe vite. Faut pas oublier de le faire. Et puis,
voilà, parler à vos amis, parler à vos clients, parce qu'on est des êtres humains voilà, faiblesse, force font partie de la vie tout court, que ce soit pro ou perso. Et faut apporter un peu de légèreté à ces problèmes et Ouais. un peu de victoire à ces réussites. Et donc voilà, je terminerai par ça. N'hésitez pas à vous entourer et, euh, et à être doux avec vous-même. C'est très joli. En plus, c'est très vrai, on est des êtres qui vivent en communauté, donc autant jouer là-dessus hein, quand on peut. Voilà. C'est un très joli mot de fin. Je vais prendre ça en extrait de podcast. En tout cas, merci beaucoup à toi. Si tu veux, après, on passe en off pour débriefer et tout. Mais en tout cas, merci pour ton petit partage et tout. Et puis, pareil, si tu as des liens ou des choses, on pourra les mettre en bio. Et en espérant que ça puisse servir à pas mal de monde. Je suppose que s'ils ont des questions, ils peuvent venir te voir et autres. Oui, aucun problème. Moi, j'aime beaucoup ce sujet parce que je trouve que c'est hyper important et qu'il n'est pas assez justement exploité. Donc, je te remercie aussi de ce que, enfin, pour ce que tu fais, parce que c'est très cool, je trouve, de s'inquiéter de ce sujet, la parentalité. Et si j'en profite, dernière chose, il y a Girls in Paillettes, je pense à ça maintenant, j'ai un flash. J'ai des amis qui ont lancé ça s'appelle Girls in Paillettes et c'est justement des petits apéros sur plein de sujets. Et notamment, la dernière fois, c'était sur la parentalité et comment on fait quand on devient maman. Alors bon, moi, c'est un peu vieux maintenant, mais donc là, c'était ce sujet-là, mais il y en a plein d'autres. Et donc, voilà, c'est des tables rondes suivies d'un petit apéro. Et en fait, voilà, l'idée, c'est d'échanger, de partager son vécu et tout ça de la même manière qu'on vient de le faire. Et c'est assez chouette de voir qu'au final, on est quand même nombreuses à vivre des choses identiques ou des questionnements similaires. Ok, bon, on mettra le lien en description. Et merci encore pour tout ce partage. Et puis, on mettra les liens en bio. Donc voilà. Trop cool. Bah, merci. Puis j'espère que ça aura pu aider quelques parents, quelques personnes. Voilà. J'espère bien. Même si je pense qu'on n'a pas trop de parents dans le podcast, mais peut-être que ça pourra créer une nouvelle vague de De personnes. parents hyper Voilà, conscients. parti. Merde. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on passera off si ça te va. Et puis, merci encore. Et puis, n'hésitez pas à aller voir Laetitia si vous avez des questions. Et puis, ciao!